Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir Hortense et bonsoir tout le monde. Thomas, évidemment, qui n'est pas un inconnu sur notre chaîne. Et justement, il y a Marie qui, tout de suite, dans le chat, a mis bonsoir de la Réunion, contente de revoir Thomas. C'est bien la preuve que c'est pas la première fois que Thomas intervient sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? On va parler de base astrale. Alors, si pour les personnes qui ont vu la dernière conférence de Thomas, on avait parlé des entités désincarnées. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette conférence parce que c'était vraiment très intéressant. Et ce soir, les amis, nous allons faire connaissance avec les parasites astraux et surtout comment s'en soustraire. Voilà. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en tout cas, vous êtes là pour écouter Thomas. Le bas astral se manifeste par des basses vibrations qui peuvent affecter autant des lieux de vie que nos corps énergétiques au sein de nos blessures. Mieux connaître donc le monde des basses vibrations permet de repousser le bas astral et ses manifestations annexes. Alors durant cette conférence, Thomas partagera, comme d'habitude, il partage ses connaissances sur le bas astral, son fonctionnement, ses règles, sa territorialité. Avec Thomas, on va plonger donc dans l'invisible pour comprendre et se libérer des influences du bas astral. Voilà le thème de cette conférence. Alors, Thomas, toi, tu es praticien et chercheur en bioénergétique, en géobiologie, et tu es également auteur. J'en viens à cette question. Comment es-tu venu à t'intéresser au bas astral, aux parasites astraux, aux entités désincarnées en tant que chercheur et en bioénergétique et en géobiologie? Donc, Merci. tu Oui, vois bien où je vais en venir, c'est de faire ta présentation. oui, merci Hortense de poser cette question. Tout d'abord, vraiment, je tiens à rappeler que je ne suis pas tombé dans la marmite. Ça veut dire que je ne suis pas né avec la claire-vision, la claire-audience, là, ou peut-être les facultés que j'ai aujourd'hui. Et peut-être c'est aussi encourageant pour plein d'autres se dire que pour se développer, pour accéder à plein de connaissances et plein de ressentis, à des ressentis extraordinaires, c'est pas nécessaire d'être né avec ça, ça se développe en cours de vie. Donc chez moi, ça s'est développé tardivement. Je pense que vraiment le déclic, il a eu 30, quand j'avais 30 ans, que j'ai compris que ma sensibilité, dont je souffrais par des maux de tête quasi journaliers, ben, ils étaient dus c'était ma sensibilité et chaque fois que j'étais soit en prise avec une entité désincarnée ou un autre phénomène, ben, j'avais mal à la tête sans comprendre pourquoi. Et tout mon cheminement, c'était une quête. Donc, je pense que tout ce que je peux apporter aujourd'hui à autrui ou à travers ces conférences, c'est le résultat de cette quête qui est bien sûr aussi, cette quête a été nourrie par des lumières aussi, par des personnes qui ont été sur mon chemin au bon moment pour me donner des éléments absolument indispensables à ma progression. Et ça, c'est vraiment merveilleux de savoir que ça existe. J'ai vraiment à chaque étape de ma vie, je peux dire que j'ai des personnes qui sont venues exactement pour apporter quelque chose de précis. Donc aussi, je les remercie. Donc,
le sujet qui nous nourrit ce soir ou qui va nous occuper ce soir, c'est les parasites. C'est peut-être pas ma préoccupation principale, mais j'ai passablement d'anecdotes ou d'événements ou d'expériences dans ce domaine pour pouvoir vous donner quelque chose comme j'ai dit, euh, une certaine masse critique. Il faut un sujet, une masse critique pour que je puisse ou pour que j'ai envie de transmettre quelque chose. Et ce sujet des parasites, il y a ça. Et ma première rencontre avec les parasites, c'est à travers les cours de formation avec Stéphane Cardino, qui est vraiment, pour moi, ça a été une personne extrêmement importante dans mon cheminement. C'est peut-être le premier vraiment aussi à avoir produit des dessins de parasites astraux, d'avoir parlé plus de base astrale, de ces phénomènes et de m'avoir introduit à tout ça d'une manière d'une manière extrêmement vivante, extrêmement pratique. Et il m'a aussi amené à développer puissamment mon ressenti. Donc, voilà, je lui dois ça, même si après, par la suite, nos chemins chacun a pris son chemin et, et mes expériences sont devenues très personnelles et j'ai affiné quelque part ma vision des choses. Et c'est ça que je tiens à partager, cette vision personnelle, ma compréhension personnelle. Voilà, c'est un peu le but de ce soir et surtout de vous montrer qu'il y a des outils, c'est-à-dire nous ne sommes pas impuissants devant ces parasites qui peuvent avoir des conséquences absolument néfastes. On n'est pas devant quelque chose d'anodin, même si la plupart d'entre vous ne les perçoivent pas ou pas encore, je dirais plutôt pas encore, eh bien, c'est des choses que je voudrais qu'on embrasse de plus en plus pour pouvoir prendre soin de nous d'une autre manière que par les techniques que nous avons habituelles, qui relèvent plutôt du bricolage que d'une connaissance approfondie de la nature de la vie. Voilà, je me suis présenté que partiellement. À la base, je suis ingénieur de formation, donc j'ai une pensée extrêmement logique. Pour moi, tout ce qui n'est pas logique et ce qui n'est pas logique, ça n'a pas, je vais pas le poursuivre. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir une pensée, la cohérence de la pensée. Pour moi, elle est primordiale à tout ce que je pratique. Voilà. On va rentrer dans le sujet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'étais en train de remettre mon micro. Alors, évidemment, je m'adresse aux personnes qui sont en direct avec nous. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez du direct pour les poser à Thomas et après, je relayerai les questions à Thomas qui pourra y répondre, mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Profitez-en puisque vous êtes en direct. Et évidemment, il y aura aussi le replay pour les personnes qui ne sont pas présentes et qui se sont inscrites à cette conférence. Vous aurez le replay un peu plus tard. Voilà. Alors, je te laisse, redonne la parole. Le sujet que nous voulons aborder ce soir est intimement lié à un autre sujet, c'est celui du bas astral. Alors, c'est peut-être un terme un peu bateau, quelque part un terme générique. Et ce qu'il cache, c'est l'idée qu'il peut y avoir un haut astral et un bas astral. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, c'est une question de vibration, essentiellement une question de fréquence vibratoire, de dire qu'il y a un astral qui, lui, est nourri par l'énergie divine. Je considère que chaque centre énergétique, chaque chakra joue un rôle de transformateur d'énergie cosmique, divine. Chacun peut utiliser les mots qui lui sont propres, qui lui vont, ça peut être, on peut dire, sans relier à sa spiritualité, on peut dire que c'est simplement des énergies de vie, des énergies du vide aussi, certains pourront aussi dire ça, qui vont nourrir les phénomènes de vie. Cette énergie est disponible de manière illimitée. Ça, c'est la première grosse réalité. C'est que dans
Dans une optique de vie, nous vivons dans la surabondance d'énergie. Donc la question se pose, pourquoi se fait-il qu'il y ait du bas astral, c'est-à-dire des lieux de manque d'énergie? Eh bien, il y a deux réponses à ça. La première, c'est qu'on vit dans un monde de la dualité et qu'il y ait des parties, c'est-à-dire des aspects de vie qui vont vers la croissance, qui vont vers l'expansion, qui vont vers le développement, et d'autres aspects de la vie qui vont peu à peu vers la mort, vers la décomposition, parce que les histoires, parce que nous sommes dans des cycles d'incarnation et de désincarnation, ça on va appeler de mort. Eh bien, ces processus, il faut qu'ils soient gérés. Donc, forcément, sur Terre, il n'y aura pas que des lieux de haute énergie, il y aura aussi des lieux de décomposition. Et la décomposition, c'est aussi quelque chose qui implique des phénomènes à basse énergie, même si on peut pas dire que on peut pas dire que c'est mauvais. C'est juste comme ça, c'est peut-être même une nécessité. Donc, l'existence du bas astral, on pourrait vraiment dire que c'est une nécessité au phénomène de vie. Pour qu'il y ait des hautes énergies à un endroit, il faut qu'il y ait des basses énergies à un autre. Question d'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir en soi des plaies qui sont purulentes et puis des lieux à basse énergie. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est qu'on cherchera à être le plus du côté des hautes énergies aussi longtemps qu'on est en vie et puis qu'on accepte qu'à un certain moment, ben, voilà, on accepte que la décomposition commence à jouer son rôle. Mais là, moi, je suis encore pleinement du côté de la vie et j'espère que vous aussi, vous voulez l'être le plus possible et le plus longtemps possible ou aussi longtemps que vous en ayez envie. Ça me paraît primordial de dire ça. Le bas astral, comme j'ai dit, c'est pas forcément mauvais. Par contre, il peut entraîner plein de choses, plein de phénomènes qui sont d'ordre qu'on va considérer comme négatifs, qui sont la décomposition, qui peuvent être nocifs, qui peuvent amener des maladies, qui peuvent même amener vers la mort dans des cas extrêmes. Tout ça, ça existe et on ne va pas se le cacher. Ici sur Terre, nous avons des lieux vibratoires de haut niveau et nous avons aussi des lieux vibratoires, des lieux qui ont des vibrations nettement moins élevées. Ça se trouve notamment dans les failles des rochers et c'est un phénomène fréquent que les failles qui se trouvent dans la Terre sont des lieux d'accueil de, comme on dit, d'entités du bas astral. Alors, on a appelé l'entité bas astral, moi je préfère appeler ça, pas d'appeler ça des entités, mais ce sont des élémentaux du bas astral. Alors, ça nous amène immédiatement vers un autre sujet, qui est de savoir que sont ces élémentaux, puisque la dernière fois, à la dernière conférence, on a abordé le sujet des entités désincarnées, qui sont des morceaux d'être, et les élémentaux, ce ne sont pas des morceaux d'être, ce sont des êtres complets. Alors, s'il faut résumer en quelques mots que sont les élémentaux, je dirais que ce sont des êtres dont le processus d'incarnation s'est arrêté juste avant le fait de prendre un corps physique. C'est-à-dire, nous avons pris un corps physique et ainsi l'expression de notre être se déroule à travers notre matérialité, à travers le corps physique. Les élémentaux, eux, qui se sont arrêtés au niveau juste avant, ils expriment leur être à travers leur corps invisible, leur corps mental, leur corps astral. Donc, ils ont une présence sur Terre sur les plans énergétiques uniquement. Et la plupart des personnes ne les perçoivent pas, ne croient pas à leur existence. Il y a une ignorance complète, quasi complète au niveau de notre société, de leur rôle, seulement des
vision traditionnelle maintenue dans certains endroits, comme par exemple en Bretagne, on a encore une très vive tradition de la connaissance de certains élémentaux, comme les Kerguelen, comme des esprits de la nature, pas forcément les plus sympathiques, mais en fait, c'est encore et dans les contes, les fées, les nains et tout ça, ce sont ce sont des élémentaux. Les élémentaux qui ont un niveau très élevé d'évolution sont des élémentaux qui ont un mental assez fort. Et leur mental fait qu'ils vont imprimer autour d'eux un aspect de comment ils sont. C'est-à-dire pour qu'on prenne, pour qu'on sache que c'est un nain, le nain, il se projettera avec un chapeau d'une certaine couleur, il se projettera aussi avec une barbichette. Et ça, c'est l'image mentale qui est projetée. Une fée va se projeter différemment et un dragon aussi. Tout ça, ce sont des élémentaux qui se projettent au monde, même s'ils n'ont en fait pas du tout cette forme, c'est juste une projection. Nous, les êtres humains, on projette sur le monde mental quelque chose qui est sur le monde, quelque chose qui est très proche de notre corps physique. On va projeter le fait qu'on a une forme d'être humain, qu'on a des mains et des bras. On projette aussi des choses qu'on va se mettre. On va se mettre des accessoires, des chapeaux, des vêtements. Et c'est ça notre projection. On l'a construit, cette projection dans le monde. Eh bien, un élémental n'a pas la matérialité. Il ne peut pas se projeter au monde avec des accessoires de mode. Donc, il va utiliser des choses qui sont néanmoins créées mentalement. Donc, ça permet de comprendre pourquoi les élémentaux, on va les dessiner, certains élémentaux, on va les dessiner avec des mini-jupes, comme ça, c'est le cas pour certaines fées, etc. C'est parce qu'elles se présentent comme ça au monde. Ce n'est pas nous qui les avons forcément imaginées comme ça, parce que des êtres clairvoyants, il y en a depuis la nuit des temps. Et ce sont les êtres clairvoyants qui les voient et puis qui captent la forme qui est mentale, qui est émise par ces élémentaux. Je vais juste faire une pause là parce que je pense que cet endroit-là mérite une petite pause pour accueillir d'éventuelles questions sur la nature des élémentaux. Alors, il y a des questions, mais ça ne concerne pas forcément les élémentaux. Il y a déjà eu des questions, je pense, vraiment en lien en fait avec le sujet de cette conférence, quoi. Bon, allez, je vais les lire, je vais même les afficher. Par exemple, la question de Claudine. Est-ce que nos soucis de santé peuvent venir de ces parasites? Car j'ai des gros soucis de santé depuis quelques années. Et je commence à être âgée, j'ai perdu mon compagnon il y a plus de 2 ans. Bon, merci Hortense de dire que c'est un sujet vers lequel nous allons converger. Donc, je sais que ces questions existent et puis que le but de cette conférence, c'est quelque part de pouvoir nourrir, soit répondre ou en tout cas nourrir ce questionnement. Donc, tu répondras en cours de route, enfin en cours de conférence, oui, en fait. Oui, okay. Oui. D'accord. Oui, parce que là, je suis en train d'expliquer des choses qu'on ne verra pas toujours, qu'on n'entendra pas toujours expliquer de cette manière et d'une manière extrêmement logique. D'un coup, on comprend les choses qui ne sont pas, on comprend le monde, pourquoi on parle de toutes ces fées et puis de ce monde-là. Ce ne sont pas les parasites parce que eux, ce sont des élémentaux de haut niveau et ces élémentaux sont libres de choisir les lieux qui leur conviennent. Et en général, ce qui leur convient de choisir, c'est des lieux à haute vibration. Donc, si vous voulez attirer des fées ou des nains ou des êtres un peu intéressants dans votre jardin, si vous en avez un, ben vous pouvez faire toutes sortes de choses qui favorisent. En tout cas, une chose que ces êtres élémentaires n'aiment pas du tout. Ces élémentaux, ben, c'est le gazon bien tendu à l'anglaise et puis les haies rigides et tout ça.
Il n'y en a pas chez moi non plus de ce genre de végétation. Chez moi, certains diront que c'est de la brousse, mais il y a beaucoup de fleurs et beaucoup d'endroits aussi où je ne vais pas. C'est-à-dire, Ah oui. c'est réservé, ou que je n'y vais que pour entretenir de temps en temps, mais sinon, je considère que c'est des lieux où ce sont les élémentaux, les endroits, c'est leur lieu. Et ça aussi, c'est important. C'est que, ils sont libres. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les attirer, on peut on peut faire des petites pyramides, on peut faire des spirales aromatiques, on peut construire des vortex, tout des formes géométriques intéressantes. On peut faire toutes sortes de choses, des aumes, pour ceux qui s'intéressent à ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut planter certaines espèces ou chercher à les favoriser. On peut aussi avoir des élébores qui attirent un monde élémental très particulier. Ceux qui connaissent la mandragore, c'est encore plus fort de chercher à attirer. Bon, après, il faut se méfier parce que ça a plein d'autres conséquences. C'est pas anodin de chercher à développer un monde élémental riche. Donc, mais c'est extrêmement instructif. Et je parlais de nos interactions avec la nature parce que pour moi, la nature ou les plantes m'ont appris des choses que les humains n'ont pas pu m'apprendre. Ils m'ont appris des choses. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, ça, c'est le monde élémental élevé. Excuse-moi. Oui. Il y a justement, il y a quelqu'un qui a posé des questions sur les élémentaux, donc je préfère te le poser, te la poser maintenant la question. Bonsoir, j'aimerais savoir le niveau de conscience des élémentaux particuliers. Je pensais que les parasites, les miasmes et autres n'avaient pas réellement de conscience comme on l'entend. Oui, oui. Alors, effectivement, quand on parle des élémentaux de haut niveau, ces élémentaux ont une conscience élevée. Et c'est aussi la raison pourquoi elles ont un mental pour pouvoir projeter une certaine idée d'une forme d'elles. Certains élémentaux ont peut-être un niveau vibratoire bien au-dessus d'une autre. Ça existe dans les lieux sacrés que de trouver des élémentaux à très haute vibration. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. En fait, je le présente parce que c'est la même catégorie. Les élémentaux et les parasites, c'est la même catégorie. C'est des êtres désincarnés. Simplement, les parasites, ils ont un minuscule petit mental. Et la forme qu'ils projettent, c'est une forme beaucoup plus simple. Euh, on, donc, cette forme, elle est essentielle. Souvent, elle n'est pas donnée de manière mentale, elle est donnée de manière par leur corps astral, par la forme de leur corps astral, et ce n'est pas une donnée du mental. Leur mental est effectivement minuscule et n'ont pas la capacité de canaliser, ou ils ne la canalisent que d'une manière restreinte, de canaliser l'énergie divine comme le font les êtres lumineux, comme le font les êtres des êtres libres. Eux, ils canalisent l'énergie divine et ainsi ils sont libres de se nourrir de cette énergie qui vient d'en haut. Alors que les parasites, ils ont un tout petit mental et surtout, ils n'ont pas la possibilité de se nourrir de l'énergie divine. Donc, ils sont obligés de se nourrir d'autrui, d'êtres qui, eux, à leur tour, sont connectés au divin. Et ils vont aussi se nourrir de phénomènes de décomposition, c'est-à-dire ils ont utilisé la lumière qui existe quelque part, ils vont la manger, puis ils vont encore faire baisser le substrat dont ils se nourrissent. Ça, c'est les phénomènes de décomposition qui fonctionnent de cette manière. Et c'est pas un mal, c'est juste comme ça. Donc les parasites sont simplement des êtres qui jouent un certain rôle dans l'univers. Ils ne sont pas méchants. Le fait de les considérer comme mauvais et tout, bon, je peux comprendre, mais ça sert à rien de les chasser parce que voir ça ainsi, ça n'amène nulle part. Parce que vouloir chasser les parasites, c'est une mécompréhension de la nature
et la nature des phénomènes qui les attirent. Puisque dans le monde des élémentaux, ce qui joue un grand rôle, c'est l'aspect attraction. C'est l'attraction, le fait d'attirer un certain type d'élémentaux, d'attirer dans un jardin ou dans un lieu des élémentaux de lumière ou des élémentaux qui sont les parasites, c'est un phénomène vibratoire. Donc nous, ce soir, on va essayer de comprendre, ou je vais essayer de partager un peu ce que je connais de ces aspects vibratoires. Donc, voilà, j'espère que ça répond à cette question qui mène de voir quelle est la relation entre ces éléments d'ordre très élevé et les parasites. Ben, c'est que la même famille, c'est des êtres qui ne disposent pas de corps physique, dont l'incarnation était avant l'incarnation dans un corps, donc ils sont hors de la matérialité, mais ils vivent aussi leurs contraintes. Ok, merci, merci beaucoup. Et voilà, Jag, te remercie. Merci, c'est ce que je voulais savoir, plus au niveau astral que mental, au niveau de la conscience et non connecté au divin. Donc, une forme de vampirisme nécessaire. Merci pour la réponse. Voilà. Ok. Ok. Alors, j'ai des questions encore sur les élémentaux. Est-ce qu'on les prend ou est-ce que tu veux y répondre Oui, ou... c'est Ouais. un sujet. Les élémentaux ne feront pas un sujet complet pour l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, je profite d'en parler de manière annexe, comme ça, en introduction au D'accord. sujet des parasites. Ok. Par exemple, il y a Génie 63 qui dit: j'ai été soulevé de terre à l'occasion d'un stage dans un lieu où devaient se trouver des élémentaux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les élémentaux peuvent agir sur le matériel comme ça? Non, non, je pense que non. Je pense que là, on va, si vraiment il y a une lévitation, c'est qu'on met ça dans le registre de ce que nous appelle volontiers le paranormal. Mais en fait, euh, je, c'est vraiment pas mon domaine. Hein. Il faudrait parler des personnes qui ont vécu ce genre de phénomène, qui ont fait des méditations, qui ont tellement augmenté leur énergie qu'ils ont commencé à diminuer leur poids. Tout ça, ça existe. Mais c'est pas mon domaine. Par contre, alors il peut y avoir une association entre le fait d'être à un endroit extrêmement positif et d'avoir, parce que ça a permis une élévation de l'énergie ou jusqu'à l'éviter. Ça, c'est bien possible. Ok, merci, merci. Ok. Alors, voilà. Il y a Anne qui dit: bonsoir, j'ai entendu parler des êtres de la nature, fées, gnomes, salamandres, qui nous aident, nous les humains, la nature et la nature elle-même. Ça fait partie de leur rôle? Oui, ça peut, absolument. C'est pas forcément leur rôle, mais nous, je pense que nous, on peut apprendre beaucoup d'eux. Je Ok, ne suis pas, ben voilà. donc je pense pas forcément que ce soit leur rôle d'être des enseignants. Quoique j'ai eu des événements où j'ai eu un vécu avec des élémentaux qui est extrêmement riche, mais c'est parce que moi je l'ai cherché, c'est pas parce que c'était leur rôle. Je dirais plutôt comme ça. Ok. Bon, Bon, des questions sur les parasites, mais je vais te laisser déjà continuer et puis bon, je on crois que je vais reprend plus tard. continuer parce que on va directement entrer dans le sujet. D'accord. Donc, euh, pour moi, un des lieux d'observation de prédilection, c'est mon jardin. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les plantes, elles n'ont pas de psyché. Et les plantes peuvent m'apprendre des choses sans le filtre. Elles n'ont pas cette résistance non plus. Elles livrent des informations qui sont parfois très, très simples. Toujours est-il qu'un végétal, en tout cas un végétal comme un arbre, il dispose d'une âme qui s'est incarnée dans cet arbre. Donc, il va disposer d'histoires de vie intérieure. Et puis, il va disposer de mémoires de vie antérieure qui peuvent être traumatiques et qui peuvent se retrouver dans leur incarnation présente dans un autre végétal. Et
une des histoires que je vais vous raconter ce soir, ben, c'est celui de mon sureau qui avait des pucerons. Alors, sans aller plus loin dans l'existence des pucerons, on y reviendra dessus tout à l'heure, eh bien, je me suis dit, ben, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi ce sureau aurait-il des pucerons? Et là, il ne nous livre pas les informations de manière directe, c'est pas écrit, c'est pas chose, il faut aller chercher ces informations en se mettant en état de, on peut dire, de transmission de pensée. Parce que alors, la première chose qu'il s'agit de faire quand on veut progresser dans ce monde des interactions entre espèces, entre espèces, eh bien, c'est d'accepter que nous pouvons converser, que vous pouvez échanger des informations par des moyens non matériels. Tout simplement parce que sur le plan mental, les pensées sont des formes pensées. C'est-à-dire que au niveau du plan mental, une pensée comme oui ou non ou peut-être et tout n'ont pas besoin d'être exprimées, ce sont des formes que le mental comprend et qui sont les mêmes pour un végétal que pour un humain. Et c'est pour ça que je peux m'exprimer en forme pensée que le végétal va pouvoir quasi me répondre et surtout m'envoyer de l'information qui me permet d'expliquer et pas aussi me projeter sur moi des images et tout que je peux comprendre parce que ces images existent sur le plan mental, ce ne sont pas des images qui sont des images physiques, mais elles relèvent de mémoire de choses vécues par cet arbre. Et le fait de voir les choses aussi simplement, de dire que ça ne passe pas par, ça passe simplement par le fait qu'on est complètement ouvert à recevoir des images, des informations d'ailleurs, c'est quasi une prédisposition qu'il s'agit de favoriser. Évidemment, il faut lâcher tous les doutes, il faut lâcher toutes les restrictions qu'on se met sur sa propre capacité à s'ouvrir à ses facultés. Il faut les lâcher. Donc ça, on y reviendra, c'est des choses essentielles. Mais là, je parle de mon sureau qui avait des pucerons et j'ai essayé de savoir pourquoi. Et la première chose que j'ai compris, c'est qu'elle était juste à côté d'un bassin. Et sur ce bassin, il y avait un petit ruisseau artificiel que j'ai créé avec une pompe et l'eau qui coulait sur des petits cailloux. Et pour le sureau, cette eau qui coulait sur les cailloux évoquait un ruisseau de montagne qu'il avait connu dans son incarnation précédente, où il était un saule ou un aune à un endroit où il y avait un ruisseau de montagne. Et durant un immense orage, eh bien, ce ruisseau de montagne est devenu un torrent et a tout arraché. Et c'était la mort de cet aune qui, voilà, qui associe ainsi le bruit de l'eau, le ruisseau, un petit ruisseau, au danger, au le fait d'être en danger, de risquer d'être arraché. Donc, c'est l'association faite par, le, par ce petit arbre, de par sa mémoire d'incarnation intérieure, qui a produit une émotion de peur. Le sureau a manifesté dans son corps astral une émotion de peur. Et ainsi, il a déjà créé le climat absolument propice pour qu'un être de type parasite vienne s'installer à cet endroit et, comme on dit, se nourrir d'une émotion négative. Donc, on ne peut pas faire plus simple en émotion maintenue quelque part au niveau du physique. Ça se passait quasi dans son corps physique, on peut dire presque physique du sureau, parce qu'il se sentait menacé et il vivait une émotion, et cela a attiré un parasite astral, et ce parasite astral n'est pas autre chose qu'une sorte d'entité groupe de pucerons. C'est-à-dire que les pucerons, ils sont associés à une sorte de
d'entités groupes, de corps global, ou ils n'ont pas une âme individuelle, ils sont liés à une âme plus globale qui est ce parasite. Peut-être compliqué à expliquer, mais en fait, ça explique toute l'histoire des parasites. Comment est-ce que ça se fait qu'un parasite existe? Eh bien, il existe d'abord parce qu'il y a une entité astrale, parce qu'il y a un parasite astral qui en est quelque part qui génère la cohérence à travers un groupe d'individus qui sont des parasites, qui sont des parasites physiques, qui sont les pucerons. Pour dire la même chose pour les staphylocoques, c'est absolument idem. Même chose. Ça ne veut pas dire que tous les parasites astraux ont finalement une connexion avec une bestiole physique. Ce n'est pas toujours comme ça. Là, il y a une connexion à une bestiole physique, mais là, le parasite était de nature, parasite était lié à une espèce. C'est un peu un cas particulier. Et quand j'ai libéré la mémoire de cet arbre, j'ai déjà parlé de ces libérations de mémoire traumatique dans d'autres conférences. Quand quelque part, je l'ai amené à me montrer toute sa peur, tout ce qui s'est passé dans son incarnation précédente, et je l'ai accueilli, j'ai permis quelque part à cette peur d'être libéré et de remonter dans la lumière, et je l'ai libéré de cette mémoire traumatisante. Une fois que ça a été fait, il y avait une semaine après, il n'y avait plus de parasites, il n'y avait plus un seul puceron. Donc, je l'ai vraiment observé. Je n'ai pas utilisé le moindre insecticide, je n'ai pas enlevé à la Bruxelles le moindre puceron. Donc, c'est un événement qui est pour moi fondateur. C'est des preuves qu'il y a un lien direct entre une mémoire, une émotion et un parasite, physique ou pas physique, parce qu'il y a les deux. Et je conçois même que le parasite astral précède l'installation du parasite physique. C'est comme si le parasite astral permettait ensuite l'installation d'un parasite physique. Alors, du coup, ça génère beaucoup de questions. Déjà, moi, je ne savais même pas que les arbres, les végétaux pouvaient avoir une vie antérieure comme nous les humains, ou en tout cas les animaux. Voilà. Donc ça, là, j'apprends et je trouve ça formidable, vraiment. Parce que moi, j'adore aussi les arbres. Je parle un peu avec les arbres aussi, donc j'adore ça. J'adore de savoir ça. Et là, il y a une question de Chantal qui dit, alors est-ce que c'est pareil pour les fourmis et les serpents? Mais il me semble que les fourmis et les serpents ne sont pas des parasites. Alors, c'est vrai qu'à quel moment ce sont des parasites ou ce ne sont pas des parasites, ça c'est encore ça, c'est une bonne question. Je pense que les fourmis ne sont pas forcément des parasites, sauf quand elles s'installent à des endroits où on ne les veut pas. On va les considérer comme des nuisibles ou comme ça, mais c'est notre vue. Mais ce ne sont pas des parasites, comme on l'entend dans l'idée qu'elles relèvent d'un phénomène de baisse d'énergie. C'est-à-dire que les fourmis ne vont pas à des endroits où il y a des baisses d'énergie. Certaines fourmis sont peut-être plus en lien avec des lieux telluriques. Ça, c'est possible. Et des fourmilières géantes qui sont construites sur des croisements telluriques que nous, on va considérer comme étant négatifs. Mais c'est pas pour autant c'est des phénomènes naturels. Les croisements de lignes, ce ne sont pas des abaissements dus à des états émotionnels ou des résidus d'états émotionnels. Ok, merci. Alors, il y a Claudine qui demande, donc c'est la peur qui favorise la venue des parasites? En l'occurrence, c'était la peur. Entre autres. Oui, j'ai un autre exemple. J'ai toujours, c'est un mirabellier. Tous les printemps, ses feuilles
elle se tordait dans tous les sens et il y avait des chenilles qui s'installaient, qui envahissaient tout l'arbre et il perdait finalement toutes ses feuilles. Et j'ai fait la même chose, j'ai essayé de comprendre. Je me suis mis dans un état, pour moi, c'est toujours un état presque de méditation. Parce que, au fond, qu'est-ce que je fais? J'abolis la distance entre l'arbre et moi. Quelque part, je me mets en télépathie, c'est abolir la distance. C'est-à-dire, il n'y a plus de distance ni au niveau émotionnel, ni au niveau mental entre moi et l'arbre. Je me mets en communication ou même en communion totale. Et dans cet état de communion totale, je peux accueillir ce que l'arbre me donne comme information. Je peux me dire, et puis ce mirabellier, il m'a dit que dans une vie intérieure, c'était un arbre, un immense arbre, dans un endroit, il était peut-être creux ou partiellement creux, mais c'était l'arbre dans lequel les amoureux allaient au printemps pour faire leur cérémonie du printemps du mois de mai. Et puis, la coutume était de graver leurs initiales dans l'écorce ou dans l'arbre, dans l'écorce de cet arbre. Et l'arbre en souffrait. Et ainsi, pour lui, le printemps, dans sa mémoire, le printemps est égal à arrivée des amoureux, est égal à souffrance due aux meurtrissures, au fait d'être blessé par les prénoms gravés dans l'écorce. Et ensuite, une fois que cet arbre, c'est-à-dire que le printemps est arrivé, qu'il commençait à manifester exactement, il redoutait l'arrivée des amoureux, il se mettait dans un état de peur, d'inquiétude, ce qui faisait venir les parasites, puis ensuite il perdait les feuilles, puis ensuite il se trouvait moche, et quand il se trouvait moche, il disait, ça y est, les autres ne vont plus m'aimer, et puis il perdait l'ancrage, et c'était, si je ne l'arrosais pas durant l'été, il y a longtemps qu'il serait mort. Jusqu'à ce que j'ai compris, accueilli, je l'ai guéri, puis aujourd'hui il va bien, il fait plus ses crises au printemps, et il produit même des fruits. Donc, super, merci beaucoup. Alors, donc, j'en ai d'autres à raconter, mais je veux pas, c'est pas le but de ce soir, mais c'est montrer que oui. Cette réalité du parasite qui manifeste quelque chose de très précis. Hein, et que c'est que en s'ouvrant à ce monde, eh bien, voilà, à ce monde, on peut apprendre beaucoup de choses, puis on va adopter une tactique complètement différente. Au lieu de sortir son pulvérisateur et chasser ces vilains pucerons ou chenilles, on va se dire, mais tiens, qu'est-ce qui fait qu'il attire cela? Oui, donc du coup, moi j'ai une question. Donc en fait, les parasites existent d'abord dans l'astral avant de finalement, on va dire, s'incarner en parasites physiques. Moi, je pense aux tiques, par exemple, aux tiques. Exactement. On peut se poser beaucoup de questions. En tout cas, en tout cas pour les tiques, je ne sais pas, ça peut-être encore un sujet à part, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a l'entité astrale qui est là, à ce moment, c'est comme s'il y avait une indication pour la bestiole physique de dire, c'est là qu'il faut aller. Hein, c'est comme si l'entité ou le parasite astral était le petit drapeau qui est mis à un endroit pour dire c'est là qu'il y a à manger. Ok, merci. Merci Thomas. Alors là, il y a une bonne question d'Elf Hybride. Bonsoir. Est-ce qu'à l'inverse, un déparasitage physique permet de déloger, voire d'enlever totalement des parasites astraux? Oui, on va venir vers cette idée de déparasitage comme c'est suggéré. Ces questions, d'abord la question du totalement, je pense que c'est toujours illusoire de se dire qu'on va réussir à gagner la bataille contre les forces obscures. C'est pas une histoire de gagner cette bataille-là, parce qu'au fond, ce que nous allons faire en bataillant contre ces forces, c'est chercher à élever notre vibration et c'est à ça qu'elles servent de manière ultime.
c'est nous permettre d'évoluer. On ne va jamais réussir à gagner la bataille. Donc, non plus contre les parasites. Ça, je suis absolument convaincu. Mais je comprends bien l'idée du déparasitage parce que c'est vraiment parce que on comprend que les parasites sont la manifestation de quelque chose. Donc, déparasiter n'est pas vouloir tuer le parasite, c'est dire ben, pourquoi il est attiré. Et le bas astral est une des clés, c'est-à-dire la basse vibration du lieu est une des clés. Hein. Et je peux donner un autre exemple qui explique bien cette notion de base astrale. Dans une des maisons dont je me suis occupé, il y a la peinture qui, chaque année, il fallait refaire la peinture dans la moitié de la maison parce qu'elle tombait, parce que les murs étaient gorgés d'humidité et l'humidité, elle avait tendance à monter durant l'hiver et imbiber les murs. Donc, catastrophe, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Et j'ai compris que c'était dû à une faille, géologique. Elle favorise, c'est-à-dire la faille géologique, c'est une rupture dans les couches géologiques de la roche qui se trouve en dessous d'une maison. C'est extrêmement fréquent, les maisons qui se trouvent sur des failles géologiques, sur des failles du sol. Parfois, ça se manifeste même physiquement sur le bâtiment parce qu'il y a une fente à travers toute la qu'on voit sur le mur, qu'on voit sur une mur. Parfois, on est obligé de recoller les maisons avec des bouts de fer et tout, même pour une maison qui est vraiment construite sur des failles. Et parfois, elle est légère. Les failles engendrent des abaissements énergétiques massifs. Et ce n'est pas la faille elle-même qui engendre la montée de l'eau, c'est le fait que c'est le bas astral qui favorise l'existence d'un certain type de bactéries ou de bactéries dans la matière, dans les briques ou dans les murs. Et on peut dire que ce sont aussi des parasites. On peut dire qu'ils vivent ils s'installent ici, ils vivent de la basse vibration du lieu et ces bactéries permettent, eux, à leur tour, la remontée de l'eau. Donc, elles installent quelque part elles-mêmes le milieu de vie idéal parce qu'il y a aussi des bactéries à long terme. Cela peut nuire gravement à la solidité d'une maison d'avoir des murs qui sont systématiquement imbibés d'eau. Et puis pour nous, c'est vraiment malsain de vivre dans les lieux qui sont trop humides. Donc, il y a une relation très claire entre l'installation de bactéries qui sont parasitiques dans des murs, qui à leur tour vont amener l'humidité dans les murs. Et voilà. Donc, pour l'avoir résolu dans un grand nombre de maisons, il y a aussi un lien avec le bas astral, les parasites, qui est intéressant à évoquer. Ok, merci beaucoup, Thomas. C'est vraiment très intéressant. Alors justement, Elf Hybride dit en fait c'était l'idée où justement elle rebondit sur ta réponse. C'était l'idée où justement le fait de se déparasiter permet en parallèle une élévation du taux vibratoire. Alors si tu le permets, à moins que tu veuilles toi aussi répondre à ça. Oui, je voudrais sauter sur cette question parce qu'elle me paraît, elle est cruciale. En fait, c'est pas le parasite qui crée la baisse d'énergie. La parasite est la manifestation. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec le fameux le petit arbre, le petit sureau. C'est pas les pucerons qui ont abaissé son énergie. La baisse d'énergie, c'est le sureau lui-même qui l'a produit de par son énergie. Ensuite, l'installation d'un parasite n'améliore rien du tout, parce que le parasite vient et il vient avec un corps astral de basse vibration. Donc, il va encore
baisser encore plus, baisser la vibration. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est pas juste possible, c'est-à-dire c'est pas toujours en augmentant juste l'énergie, on peut dire tiens, je vais aller me projeter de la lumière, je vais faire ça, je vais mettre des cristaux, je vais ça. Des fois, suivant quel type de parasite, eh bien, il y en a qui sont coriaces, qui ne lâchent pas, tout simplement parce qu'ils sont territoriaux. Ils ont trouvé un endroit pour se nourrir. Et ils ne voudraient pas perdre leur source de nourriture. Ok, Donc, merci Thomas. voilà. Donc, chercher à déparasiter, c'est d'abord la question, qu'est-ce qui attire le parasite? Ok, C'est ça. merci. Ok, merci beaucoup. Eh ben, écoute, voilà une bonne transition pour parler de l'atelier, Donc, si tu veux mais bien. bien sûr. Donc, est-ce que tu veux introduire cette histoire? Après, je dirai un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. Oui, voilà. Donc, déjà, je vous mets dans le lien, dans le chat, je veux dire, un lien. Voilà. Parce que figurez-vous qu'on peut aller plus loin encore avec les parasites astro avec Thomas dans un atelier qui va se tenir le mercredi 11 juin à 20h30. Voilà. Donc, le titre de l'atelier, c'est se soustraire ou compenser le bas astral. Alors, je vais te poserai la question de nous expliquer donc ce que ça veut dire compenser le bas astral. Mais je vais déjà continuer. Hein, sur le plan pratique, donc pour les personnes au sujet de l'atelier. Donc, j'ai dit le mercredi 11 juin à 20h30. Pour les personnes qui donc sont en direct avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat pour aller sur la page de l'offre d'atelier de Thomas. Alors, sachez que le tarif habituel de l'académie, c'est 57 €, mais pendant 4 jours, vous allez pouvoir bénéficier d'un tarif de 34,50 €. Alors, voilà, si vous voulez aller plus loin donc dans l'atelier proposé par Thomas, eh bien pendant 4 jours à compter d'aujourd'hui, on est le 15 mai, à compter d'aujourd'hui, le tarif est de 34,50 €. Voilà. Donc pour les personnes qui regarderont le replay, vous regarderez en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer aussi et vous arriverez sur la page d'information concernant l'atelier de Thomas. Voilà. Alors, je te laisse expliquer donc l'atelier, notamment ce que ça veut dire compenser le bas astral. Ça veut dire quoi? D'accord. Donc, il y a, à ce moment-là, il y a des petites techniques. Bien sûr, il y a des techniques qui permettent, je l'ai d'abord expliqué pour les maisons, pour des lieux de basse énergie, mais aussi, ça peut aussi tout simplement pour les personnes qui font du jardinage. Je trouve que le jardin, pour ceux qui en ont un, c'est un lieu absolument extraordinaire d'observation, puisqu'on peut assez facilement se pencher sur chaque plante et de se dire, est-ce qu'elle a de l'énergie? C'est un endroit pour pratiquer, pour se développer, pour apprendre. Ça, c'est vraiment, il y a un endroit d'apprentissage, c'est la nature. C'est un endroit extraordinaire. Et, euh, et chaque plante qui ne va pas bien nous donne quelque part l'occasion de nous entraîner à comprendre quelque chose, développer quelque chose. Alors là, on a première occasion de se dire, ben, tiens, comment est-ce qu'on peut aider une plante, par exemple, à grimper en astral? Il y a des techniques très, très simples pour aider à cela, puis de se rendre compte qu'on peut aider, qu'on peut faire des choses, qu'on n'est pas démuni. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect du bas astral, c'est qu'il se manifeste à chaque fois qu'il y a quelque part une brèche émotionnelle.
Alors, le sujet est extrêmement vaste. Je ne peux pas donner un cours de thérapie complète en 1 heure. Ça, c'est pas possible. Par contre, je donnerai toutes les indications qui permettent d'aller quelque part à l'endroit où vous pourriez commencer à capter exactement ce qu'il y a à dégager et, euh, y arriver par vous-même. Donc, c'est donner les pistes. Tiens, je peux faire ceci ou cela. Et ça, ça ouvre des perspectives absolument énormes sur la possibilité de faire autre chose que d'être dans la logique de la chasse aux parasites. J'expliquerai encore ça pendant le reste de la conférence. Je donnerai d'autres exemples qui sont, qui sont de cet ordre et qui expliquent bien ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaie de faire, pourquoi parce qu'enlever le parasite, c'est pas une solution. C'est-à-dire dire, tiens, enlève-toi le parasite et de toute façon, il va revenir. Parce que si c'est pas celui, on en a pris un, de parasite astral, il y a un autre qui va venir à la place. Donc, c'est pas la solution. Même s'il existe il existe des personnes qui parlent de ça, comment déparasiter. Moi, je crois pas à cette version. Je pense que le parasite n'est qu'une manifestation. Donc, changer l'astral, c'est-à-dire de voir qu'il y a du bas astral, ça me semble être vraiment la clé. C'est pour ça que je parle plutôt de la clé du bas astral que du déparasitage. Donc, il y a Ok. des outils, il y a des techniques, et ces techniques, j'ai envie de les partager le plus possible parce que c'est vraiment des clés qui nous permettent d'améliorer des situations de vie, des inconforts, ou voire même des situations où on pourrait avoir voire même des septicémies. Ça va, par exemple, les histoires de développement de staphylocoques. C'est la même chose. Les staphylocoques ou d'autres bactéries sont, s'ils se développent sans limite, sont mortelles. C'est-à-dire, elles vont arriver à prendre le dessus. Donc, comprendre que là derrière, il n'y a pas juste une question, ça y est, j'ai été attaqué par des bactéries, j'ai chopé, on commence à appeler, j'ai attrapé ceci. C'est une logique qui est celle que nous véhiculons dans notre langage, notre manière, dans notre imaginaire au sujet des bactéries, mais en fait, on n'attrape rien du tout. C'est que ces choses-là nous ont repérés par le biais de parasites astraux qui se sont installés et qui ainsi signalent ici, il y a bouffé pour telle bactérie. Ça, c'est la logique dont je suis quelque part le protagoniste, le défenseur. Cette logique nous amène à comprendre les choses autrement. Alors, vraiment, on va dans des sujets chauds. Moi, je l'ai expérimenté dans le cas d'une blessure assez grave que je me suis fait moi-même. Et je dis, maintenant, je vais aller au bout de mes propres idées. Je ne prends pas d'antibiotiques. Je me suis blessé méchamment avec une blessure interne en me tapant avec un marteau sur mon doigt. C'était vraiment, on pourrait dire, le cas idéal où pourrait se former une infection. Et j'ai compris qu'en fait, la chose la plus importante quand on se blesse, eh bien, c'est d'enlever le stress et l'émotion et quelque part toute la peur ou le choc de ce qui s'est passé, parce que c'est cela qui génère le substrat, le bas astral nécessaire à l'implantation d'abord du parasite astral, puis ensuite aux bactéries qui viennent ensuite manifester le fait qu'il y ait de la nourriture à cet endroit-là. Donc, c'est une vision renversante. Je n'ai pas les moyens, quelque part, technologiques ni financiers pour apporter cette preuve. Elle n'est pas à ma disposition et j'aurai les multinationales de la pharma contre moi. Ce que je ne veux pas, par contre, c'est quelque part
le fait que nous commencions à cultiver une autre vision à propos de ce qui se passe dans notre corps et des phénomènes qui sont totalement naturels, nous permet de, quelque part, de faire un saut et de nous soustraire à bien, ou même de soustraire d'autres personnes à bien des situations qui mettent la vie en danger, et puis d'éviter de recourir aux antibiotiques ou à des médicaments qui ont tous leurs effets secondaires. Ben voilà, il y a Jag qui dit atelier acheté, sujet passionnant. Eh bien, bienvenue à l'atelier, Jag. Jag lui-même d'ailleurs qui dit donc si j'ai bien compris, on enlève la cause de ce gueuleton providentiel pour eux, tout en augmentant nos vibrations, sans pour cela les chasser directement. Exactement, on se fixe pas sur l'idée je dois le chasser, parce que l'idée de chasser quelque chose est encore une idée de basse énergie. Chaque fois que je dois lutter contre quelque chose, je me mets dans l'état de lutte, et ça, c'est pas l'énergie, l'état énergétique le plus extraordinaire du monde. Donc, l'idée, comment faire autrement? Qu'est-ce que je fais pour ne pas être dans l'idée de devoir lutter contre quelque chose? Et quand on comprend les mécanismes, ça devient « Ah, mais oui, c'est un mécanisme ». Et quand on comprend le mécanisme, et on agit différemment. C'est tout simple. Ok. Et c'est ce que tu vas nous montrer pendant l'atelier, je suppose. L'atelier va servir, bien sûr, maintenant j'en parle de ce mécanisme parce qu'il est il est extraordinaire. J'ai apporté, pour moi en tout cas, j'ai les preuves. J'ai assez de preuves, mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à les amener à un monde, surtout que le monde est extrêmement sceptique par rapport à cette vision. Il dira, ben non, mais c'est une infection, le risque est beaucoup trop grand, il faut qu'on prenne des antibiotiques. Le monde a besoin de se rassurer avec des choses qui sont matérielles. Mais en fait, l'origine de ces problèmes ne se situe jamais sur le plan matériel et n'est pas là. Ça, c'est certain pour moi. Okay. Maintenant, le matériel, en fait, c'est une conséquence. Ouais. Je ne peux que partager ma passion, mon enthousiasme, ma certitude. Je peux la partager et toute personne est libre de la prendre, de dire OK, je vais étudier, je vais m'ouvrir, j'accepte cela, ou non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, merci beaucoup. Il y a Claudine qui dit « Se débarrasser du stress est le plus difficile ». Oui, bien sûr. Mais si on comprend, bon, le stress, c'est peut-être un sujet extrêmement vaste, mais là, je vais parler juste du stress qui est généticulaire. Quand on se blesse, la première chose moi, quand je me coupe, la première chose que je fais, je demande pardon à mon corps. C'est une relation qui est consciente avec mon corps. Je râle pas sur, je vais pas maudire le couteau avec lequel je me suis coupé. Je veux dire pardon d'avoir fait cela à mon corps. Hein. C'est la première chose. Puis ensuite, je l'aide à libérer le stress, la peur de se couper encore, enfin tout ce qui est arrivé. Pour le corps, c'est une catastrophe, peut-être même une petite catastrophe au départ. Et puis si c'est une grosse blessure, ben c'est une grande catastrophe dont le corps va se remettre beaucoup plus facilement quand on l'aide de la manière appropriée. Et ça, c'est vraiment le sujet un des sujets, ben c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour accueillir? Alors, et bien sûr, il y en a d'autres, parce que finalement, il n'y a pas que les bobos physiques qui sont de manière à engendrer des parasites, il y a toutes sortes de conflits. Des parasites, peut-être pour ceux qui s'intéressent à ce sujet et tout, qui voudraient en amont avoir un peu d'idée, mais c'est quoi? Quelle est l'allure de ce parasite? J'ai dit dans mon introduction que le parasite prenait une forme qui est essentiellement de son corps astral. Alors, il y a des parasites qui sont des espèces de grosses méduses
peuvent se poser sur la tête d'une personne et complètement l'étouffer et l'écraser. Et pour la personne, elle se sentira vraiment sous un couvercle. Et l'endroit où cette méduse astrale, on peut l'appeler, peut être un chakra. Ça peut être un septième chakra, ça peut être un sixième chakra, ou ça peut encore être ailleurs. Donc, on va s'intéresser à comprendre que certains parasites, qui sont des parasites assez gros, peuvent aussi entourer toute la région du ventre. Il peut y avoir des parasites qui sont accrochés encore ailleurs, au chakra du cœur. On peut avoir des espèces de gros serpents qui viennent prendre de l'énergie. Surtout les serpents, c'est un truc propre au deuxième chakra. Euh, et ce sont des parasites qui viennent manifester qu'il y a quelque chose de particulier, une blessure, une émotion, une histoire à élucider. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et le livre qui en parle vraiment, je ne sais pas s'il y a eu d'autres livres sur les parasites astraux depuis, mais le livre qui les montre, c'est le livre sur les bioénergies de Stéphane Cardino. Je pense que c'est un best-seller. Ce livre est vraiment très, très, très instructif sur l'existence de ces parasites, même, voilà, même si lui s'est arrêté à ces parasites astraux de grande taille et qui prennent sur les chakras, eh bien, il y en a plein d'autres. Et il y en a qui peuvent prendre sur des organes, il y en a qui peuvent prendre sur la peau, il y en a qui peuvent toucher des, encore d'autres endroits des centres énergétiques qui sont encore complètement inconnus, dont aujourd'hui on n'a pas encore tout à fait la connaissance. C'est vraiment très, très vaste, ce monde-là. Ok, merci beaucoup Thomas. Là, il y a une autre question là de Laurent qui dit si on n'arrive pas à se libérer d'acariens, ce sont des parasites aussi les acariens, des acariens récurrents, faut-il traiter la psyché? Ah, oui, on dit souvent, mais je pense que c'est la même chose. Les parasites, ils se nourrissent quelque part d'émotions qui sont, je ne sais pas vraiment, les acariens, je n'ai pas étudié, mais en tout cas, je l'ai vu avec les poux. J'ai vu que les poux s'installent plus facilement avec un certain type de problématiques de problématiques émotionnelles. Par exemple, on dit dans le langage courant, on dit jaloux comme un pou. Et la jalousie peut être une des composantes qui pourrait attirer des parasites type poux dans les cheveux. Curieusement, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un homméopathe qui en avait parlé dans son livre. Là, juste, son nom m'échappe, mais à l'instant même. Bien, merci beaucoup. Très bien. Alors, voilà, bienvenue donc à Jag, à Sophie, à Bernard, à Coralie, à l'atelier de Thomas. Bienvenue à vous. Super. Voilà, et pour les personnes qui hésitent encore, bon, voilà, je remets dans le chat le lien de le lien de l'atelier pour vous inscrire à l'atelier. Et je vous rappelle que pendant 4 jours, à compter d'aujourd'hui 15 mai, vous avez un tarif préférentiel de 34,50 € avant de passer au tarif normal de 57 € pour un atelier à l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà. Bon. Alors, y a-t-il encore d'autres questions? Ben non. Ben, je crois que voilà, on en est là, donc je vais te laisser continuer. Ok. Si tu as encore quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, mais il y a déjà beaucoup. Je crois que c'est Jack qui a dit que c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant. Du coup, on apprend beaucoup de choses, oui.
D'accord. Ce qui est intéressant, bon, c'est pas par hasard qu'on les appelle parasites astraux. Parce que l'astral, c'est quelque chose c'est la nature de l'astral, c'est de refléter l'état émotionnel. C'est l'état de nos relations avec le monde. Ou globalement, pour tout être, c'est comment il est en relation avec lui-même, comment il est en relation avec autrui. Ça, c'est l'astral. C'est le reflet de nos relations. Et ça se présente sous, nous, on parlera toujours d'un corps parce qu'on a besoin de se rassurer que ça prend une certaine densité, même si ce n'est pas de l'ordre du visible. Certaines personnes peuvent le voir. Pour ceux qui ne peuvent pas le voir, ils peuvent néanmoins chercher à le ressentir. Et avec le ressenti, et déjà, je pense que quasi la totalité des personnes qui sont un peu sensibles, qui peuvent apprivoiser l'existence de l'astral. C'est-à-dire que le fait d'entrer en contact avec quelque chose qui, est, qui a une part astrale importante leur permet de ressentir d'une émotion, permet de dire, ah ben tiens, je sens ça, et de la colère, de la tristesse, ou peu importe, tout ça, ça relève de l'astral et pas du mental. Donc, euh, l'ouverture au monde astral, elle est pour toutes les personnes qui sont sensibles, c'est qu'une question de réussir à se faire confiance. Peut-être c'est la clé numéro un, c'est apprendre à ressentir, apprendre même ça commence même tout petit, de ressentir ça, puis peu à peu, c'est de construire son ressenti pour en faire un outil. Et l'outil permet ensuite de s'attaquer à des choses de plus en plus ouais, on peut dire complexe ou avec des enjeux où vraiment on va réussir à chercher à soigner une personne ou soi-même d'une thématique où il y a un enjeu. Où l'histoire, est-ce que je vais réussir à guérir cette blessure? Est-ce que je vais réussir à enlever, à sortir de cet état d'infectieux? Même un rhume, pour moi, même un rhume, est principalement causé par le fait qu'il y ait des parasites astraux qui viennent dans la région se placer avec leur corps astral dans la région des fosses nasales et créer une réaction de défense. Parce que la réaction de défense du corps, elle ne c'est pas uniquement pour les aspects physiques, c'est aussi pour les aspects subtils. Nous, on réagit à la présence d'un corps astral étranger. Ça, c'est une évidence. Peut-être que je réagis personnellement d'une manière particulièrement virulente, mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. Euh, euh, Peut-être la différence, c'est que je le ressens d'une manière plus nette. Je vois plus nettement quand c'est aujourd'hui que c'est l'action d'un parasite astral et pas autre chose. C'est-à-dire, c'est très important, peu à peu, de pouvoir constituer la carte du monde selon une autre vision que celle qui nous est transmise officiellement. De dire, bah, tiens, voilà, moi je conçois qu'il existe ça, peut-être comme ça j'ai mes repères. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps pour constituer une telle carte et dire, ah ben tiens, c'est tel phénomène, c'est tel phénomène. Et je pense que euh, toute personne qui travaille régulièrement, qui affine ses perceptions, elle sera capable d'aller au même endroit que là où je suis aujourd'hui, c'est de pouvoir différencier les phénomènes et dire non, c'est une entité, non, c'est un corps, ceci est un parasite astral, pour ne nommer qu'un exemple. Ça peut aussi être une attaque magique, ça peut aussi être un truc transgénérationnel. Il y a vraiment beaucoup de phénomènes différents et qu'est-ce qui permet de dire que c'est un parasite astral? Ben, en tout cas, une chose, c'est qu'au moment où on s'ouvre vers l'existence, vers l'observation de l'astralité d'une chose, c'est-à-dire le fait que ça soit que ça ait une certaine forme, le fait que on cherche avec son regard, ça se fait surtout avec le troisième œil,
qu'on cherche à définir les contours d'un parasite aussi. Ça aussi, on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer, même si on n'est pas clairvoyant. Parce que l'idée de la clairvoyance, bon, il y a ceux qui le sont, puis ceux qui ne le sont pas. Et puis quand on l'est, ben, on est très content, puis on fonctionne quasi essentiellement avec sa clairvoyance pour apprivoiser les phénomènes du monde invisible. Et une personne qui ne l'est pas, bien obligée, comme un aveugle, de se débrouiller avec tous les moyens. Mais c'est tout aussi valable. Je vois pas. Je pense que ça permet de, même en tant qu'aveugle, on peut aller très loin dans la compréhension parce qu'on a plein d'autres moyens. Comme l'aveugle, il a sa baguette, il a les oreilles beaucoup plus développées, le toucher beaucoup plus développé. Il a aussi une connaissance très intéressante du monde. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question d'astral. C'est vraiment, on est dans un monde, alors que le mental, c'est des histoires d'idées, de pensées, de fixation sur des pensées. C'est un autre monde. Merci, merci Thomas. Alors, j'ai une question là. Il y a Laurine qui demande, j'ai reçu un coup invisible dans mon dos à gauche à l'omoplate. Aucun thérapeute, médium, magnétiseur et passeur d'âme n'a réussi à me libérer de ce parasite. Avez-vous déjà connu cela? Déjà, est-ce que ça peut être un parasite, un coup? Alors première question, j'ai besoin de, qu'est-ce que ça veut dire un coup invisible? C'est-à-dire que elle dit, c'est comme si j'avais reçu un coup dans le dos. C'est ça que ça veut dire? Je ne sais pas. Alors, Laurine, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Voilà, donc en attendant, il y a aussi... il y a... Ah oui, la question d'Elf Hybride. Est-ce que lors de l'atelier, nous allons apprendre également des clés utilisables sur d'autres en vue d'intégrer ça dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique, par exemple? Je ne comprends pas très bien. Bien entendu, parce qu'au fond, les techniques qu'on expérimente sur soi-même, oui, okay. Elles sont applicables à autrui. Ce que je disais à ce sujet, c'est que quand c'est l'histoire, en fait, c'est qu'on a, quand on est dans la perception subtile, il y a une histoire d'abolition de la distance. C'est-à-dire que pour ressentir quelque chose, admettons que je me blesse, fasse une blessure sur mon doigt, à ce moment-là, au niveau de ma pensée, j'abolis, ou de mon ressenti, je dis, il n'y a plus de distance. C'est-à-dire, c'est comme si je dis, je deviens la plaie. Je me mets dans la plaie mentalement, je me mets dedans, je me mets dans l'émotion de la plaie ou de ce qui s'est passé là, et il y a abolition de la distance. Et ça, on le fait pour soi, mais on peut aussi faire pour autrui, parce que quand c'est une personne qui se trouve soit juste en face de soi, et qui se trouve, ou qu'elle se trouve à l'autre bout du monde, ou qu'elle se trouve, on dispose juste d'une photo comme support pour aller à cet endroit-là, c'est la même chose. L'idée est toujours la même, c'est l'abolition de la distance. Et l'abolition de la distance n'est pas possible pour le corps physique, par contre, elle est possible pour les plans énergétiques. Et c'est pour ça qu'on peut faire des soins à distance. Donc, bien évidemment que ce qu'on fait pour soi-même, ce qu'on apprend avec soi-même, est transposable pour venir en aide à autrui. Ok, merci. Merci Thomas. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, alors voilà, c'était la question de Laurine qui avait reçu un coup invisible. Oui, elle a dit, j'ai reçu un coup comme si on me frappait. Donc en fait, voilà, c'était une sensation de coup qu'elle a dû ressentir alors. Oui. Je dirais la première chose que j'irai voir, c'est de savoir si ça relève d'un acte de magie. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, si ce coup relève en fait de l'existence d'un objet éthérique qui est planté dans son dos
Et la première chose aussi que je ferais, c'est, bon, c'est difficile de sentir un truc qui est dans le dos à moins d'avoir développé quasi sa perception périphérique. Alors ça, la perception périphérique, j'ai commencé à la développer quand j'ai vu que quand j'ai compris que il y a des choses, les choses devant moi, quand c'est sur ma main, je peux dire, ben tiens, je vais les ressentir, je vais les ressentir, ils sont là devant moi, je les vois, je suis en interaction. Et derrière le dos, c'est comme si on n'avait pas de, on n'a pas de regard dessus. Par contre, on peut développer ce regard à travers notre perception fine, on peut développer le regard de ce qui se passe derrière nous. Notamment par d'autres techniques, sans rentrer dans le détail pour savoir comment ils fonctionnent, mais on peut développer cette perception périphérique et dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans mon dos? Est-ce que je perçois un objet, l'existence d'un objet éthérique qui se manifeste, lui, par un abaissement de l'énergie tout autour? Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui de parler de ces objets magiques, de ces objets qui relèvent d'intentions malveillantes, mais c'est fréquent, ces attaques magiques sont fréquentes sans pouvoir identifier. Et à ce moment-là, bon, je pense qu'en l'occurrence, c'est pas un parasite astral, c'est plutôt quelque chose que j'irais trouver de ce côté-là. Surtout si c'est apparu brusquement. Hein, ça fait référence à un atelier sur la magie où j'ai parlé d'un des symptômes ou une des caractéristiques de l'attaque magique, c'est le fait que ça survient brusquement. J'allais en parler justement sur les attaques magiques. Il me semble que tu avais fait un atelier là-dessus, c'est sûr. Donc voilà, ben écoutez, si ça vous intéresse, hein, c'est c'est Laurine, oui, Laurine, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la conférence de Thomas sur ce sujet. Voilà, vous allez soit sur la chaîne de l'Académie, soit sur le site de l'Académie en tapant le nom de Thomas Eddy pour les recherches. Ouais. Voilà, voilà. Alors, bon, on va pas parler de... Non, c'est pas le sujet, Marina. Les maladies, non. Ok. Je regarde encore, hein. Quand on a perdu ses énergies suite à épuisement et qu'on se sent totalement vide, que peut-on faire? Alors, puisqu'on parle des parasites astraux, je dis que les parasites astraux ont la capacité de faire baisser nos énergies encore plus. C'est-à-dire, il y a une baisse initiale et ensuite un parasite s'installe et peut encore faire baisser l'énergie. Par exemple, j'ai parlé d'un parasite astral qui est assez fréquent, qui est une méduse qui se passe sur la tête et ça crée un épuisement qui est assez terrible parce qu'au niveau mental, on peine à pouvoir élever la vibratoire à ce niveau-là. Donc, il y a des parasites qui sont de nature à créer de l'épuisement. Mais il n'y a pas eu un phénomène. L'épuisement, il faut regarder, c'est perdre ses énergies, ça peut se passer par une quantité invraisemblable de situations. Donc, qui s'intéresse à savoir comment est-ce qu'on est épuisé, s'intéresserait peut-être d'abord comment est-ce qu'on est nourri. La question, comment je suis nourri et comment je me régénère. Et est-ce que mon épuisement se situe, est-ce que par exemple je m'épuise à un endroit précis? Est-ce que ça va mieux ailleurs? Est-ce que c'est dû à des circonstances particulières? Est-ce qu'il y a une situation de ma vie qui m'épuise? C'est tout un questionnement sur l'épuisement. D'ailleurs, même ce qui vient déjà éclairer la question
Hein. Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est global? Est-ce que c'est à partir d'un certain moment de la vie? Est-ce que ça s'en va? Est-ce que ça revient? Est-ce que c'est saisonnier? Il y a vraiment un immense questionnement et c'est toujours la, dans le monde médical, c'est pas très différent. C'est l'anamnèse, c'est de s'intéresser à décrire, à cerner le phénomène comme étant, pouvant être de nature vraiment très, très diverse. Donc, il n'y a pas un épuisement. Il y a 10 000 sortes d'épuisement, comme il n'y a pas qu'un rhume, mais une infection, tout. Il y a, non, j'espère que ça Ok, répond au moins partiellement à la question. oui. Mais En tout cas, ouais. ouais, le parasitage peut jouer un rôle, mais en général, la plupart du temps, on va arriver pour beaucoup d'épuisement, c'est sur la qualité de la manière dont on se nourrit, pas physiquement, mais énergétiquement. La manière, parce que la Terre participe beaucoup à nous nourrir énergétiquement à travers nos jambes, et combien de personnes perdent leur énergie parce que leur relation avec la Terre n'est pas une relation nourrissante. Ça, c'est un aspect, important. Un autre aspect, c'est de savoir est-ce que je suis nourri par ma relation avec le divin. Est-ce que je conçois que le divin est là pour me nourrir ou est-ce que je pense que je suis quelqu'un, un être qui ne mérite pas l'attention de l'attention du divin et que c'est affaire normale que je manque d'énergie parce que je ne suis pas assez bien, etc., etc. Il y a plein d'aspects là-dessus. Il y a aussi le risque de nourrir, c'est-à-dire par son épuisement, d'être dans des attitudes qui visent à nourrir les forces sombres, c'est-à-dire les forces sombres détournées de la lumière se nourrissent des êtres qui se nourrissent de la lumière, c'est-à-dire ils viennent parasiter, mais d'une manière différente. C'est un autre type de parasitage de dire qu'il y a tout un pan de l'univers qui se nourrit des êtres qui sont connectés à la lumière. Hein. Ça aussi, ça veut dire comment je me soustrais au parasitage. Ça aussi, c'est parasitage de ce type-là. Comment je garde mon énergie plutôt que de chercher ou de la perdre. L'idée de vouloir sauver le monde, ça c'est une excellente manière de perdre son énergie, de vouloir sauver le monde. C'est pas possible. Ok. Merci. Sauver le monde. Comme Bruce Willis. Ok, merci beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, merci à Marianne, Juliette. Il y a aussi Elf Hybride qui sont inscrites à l'atelier, donc bienvenue à vous. Sinon, j'ai encore deux questions, Thomas. Par exemple, il y a Margot qui demande si les parasites méduses et autres, c'est ce qu'on appelle des égrégores. Hmm, Il y a confusion non, là, je crois. non, Ouais. pas selon ma définition. Mm. Ah, pour moi, l'égrégore, s'il fallait dire quelque chose de très rapide là-dessus et résumé sur ce qu'un égrégore, pour moi, un égrégore va réunir des êtres, c'est des êtres qui ont adopté une même croyance. C'est lié à une croyance. Et qui va former ainsi ce que j'appelle un club euh, qui va réunir sur le monde invisible toutes les personnes qui ont le même type de croyance. Par exemple, si je crois que euh, le, si j'ai une croyance du genre que euh, la fin du monde sera dans 3 mois, eh bien, je me rallie à un égrégore de toutes les personnes qui croient la même chose. Et ensemble, nous allons nourrir
nos peurs, nos inquiétudes, notre désespoir. Et si je suis dans l'égrégore, parce qu'en fait, l'égrégore, c'est quelque chose qui est absolument non local. Dans l'égrégore, je vais avoir la totalité de toutes les peurs de tous ceux qui adoptent la même croyance. Et l'égrégore, par exemple, peut expliquer les phénomènes d'anxiété, parce qu'une personne peut avoir juste une petite anxiété de se dire, ah ben tiens, j'ai ça, j'ai peur de cela, peut avoir une peur. Mais l'anxiété fait que c'est un égrégore qui comprend les peurs d'un immense tas de personnes qui ont un même type de croyance et un même type de peur et qui va faire qu'une personne va ressentir une anxiété sans pouvoir mettre un mot dessus parce que ça ne lui appartient pas forcément, ça appartient à l'égrégore. Alors peut-être c'est expliquer en peu de temps quelque chose d'assez complexe. Euh, euh, pour moi, c'est ça un égrégore. C'est le fait de partager quelque chose à travers l'égrégore qui ne nous appartient pas forcément et ne pas en être conscient, c'est-à-dire être lié à un égrégore, souvent c'est inconscient, à moins que ce soit un égrégore positif et de manière positive, on se relie à une croyance qu'on considère comme étant positive et qui va nourrir. Merci Thomas. Bon, j'espère que ça a répondu à votre question, Margot. Sinon, je pense que la question de Marie, est-ce qu'on ressent une piqûre comme si on avait un pic sur une jambe ou autre? Est-ce que c'est un parasite astral? Merci. Ça rejoint un peu la question de, je crois que c'est Laurine, je sais plus, qui a reçu un coup. Est-ce que ça rejoint un peu ça? C'est-à-dire une sensation physique dans le corps. Est-ce que ça peut venir d'un parasite astral? On ne peut pas tout à fait détacher l'idée du parasite astral de l'existence de mémoires d'incarnation antérieure par rapport à des événements très précis qui sont réveillés. Par exemple, une blessure, une piqûre, si je peux tout à fait réveiller un événement antérieur. Et ainsi, ce qui est ressenti est l'événement du présent plus quelque chose qui vient l'augmenter, qui vient exacerber ce qui est ressenti. Par exemple, euh, comme je dis, le fait de se blesser le doigt vient réveiller une blessure antérieure. Voilà, j'ai des exemples très concrets, aussi personnels que pour les personnes de mon entourage, où, où un événement extérieur a réveillé quelque chose d'antérieur et qu'en fait, le parasite astral s'installe en fait dans la mémoire qui n'est pas résolue, il ne s'installe pas forcément dans l'événement du présent, parce que pas forcément. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Mais Merci c'est des Thomas. questions complexes, faciles, difficiles à répondre comme ça en vitesse et voilà, c'est du cas par cas. Vraiment, on prendrait une situation, on dirait, ah, tiens, de quoi elle est faite, on peut jamais vraiment donner de réponse générale à ces questions. Et surtout Ok, pas dans le cadre, et surtout pas dans le cadre d'une conférence. tout à fait. Merci beaucoup. Bon, eh bien, merci à toi déjà, parce que je crois que c'est Jack qui a dit que c'est vraiment passionnant, encore une fois. C'est encore passionnant, une conférence encore passionnante avec toi, Thomas. Et donc, Merci. je remets dans le chat le lien pour vous inscrire à l'atelier de Thomas qui se tient donc le mercredi 11 juin à 20h30, si ça vous intéresse, de participer à cet atelier pour aller plus loin. Et je rappelle aussi que le prix de l'atelier est de 34,50 € pendant 4 jours à compter d'aujourd'hui 15 mai. Et ensuite, ça passera au tarif normal de 57 €. Donc, si vous voulez bénéficier de ce tarif, ben voilà, vous avez 4 jours
pour prendre l'atelier de Thomas. Voilà. Eh bien, Thomas, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations vraiment enrichissantes sur les parasites astro et autres. D'ailleurs, tu as abordé d'autres sujets aussi. Et puis, merci aussi aux personnes qui nous ont accompagnés pendant elles ont été assez nombreuses quand même, pendant cette conférence. Merci à vous de votre présence et merci à toutes les personnes aussi qui vont regarder le replay de cette conférence. Et bien, je vous souhaite une belle nuit, une belle fin de soirée, puis à toi aussi, Thomas. Merci. Et merci beaucoup et à bientôt. Et à bientôt. Toutes les personnes. À très bientôt. À bientôt. Notamment dans l'atelier, à toutes les personnes qui ont pris l'atelier dès aujourd'hui. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.